Bien, je vais vous parler non pas d'aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'avenir, d'un avenir prochain. Ah, ça y est, ça ne marche plus. Ça marche, ça va un peu Oui. vite. C'est pour ça. Non, je reviens en arrière. Je vais aborder 2 points. Que peut apporter une association comme la nôtre au corps médical? Et quels sont les besoins des personnes porteuses d'anomalies de fermeture tumorale? Autrement dit, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement? Le premier constat, c'est que nous allons entrer dans une révolution numérique dans le domaine médical et que cette révolution est programmée déjà dans la loi, dans les lois qui sont en train de sortir et qui vont se mettre en place à partir de 2019 et la suite. La révolution numérique est importante puisque maintenant, les ordinateurs vont rentrer complètement dans le domaine médical et à un point qu'on a du mal à imaginer. En effet, actuellement, les ordinateurs, s'ils sont des animaux bêtes et méchants qui additionnent, qui soustraient, et donc multiplient parce qu'ils additionnent et soustraient et qui font des tests, en dehors de ça, ils ne savent pas faire grand-chose. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et cette intelligence-là, elle est bien légère. Le seul avantage des ordinateurs, c'est qu'ils ont des capacités de stockage de mémoire qui sont extraordinairement et considérables. La preuve, les progrès de la génétique, qui sont capables de coder des téramilliards de données, d'octets. Donc à partir de ça, il va donc y avoir une invasion. La preuve, j'ai un exemple à donner qui est très frappant, c'est le dépistage par exemple de la mammographie, où maintenant des logiciels dits experts sont capables de pratiquement rivaliser avec le spécialiste restant bien sûr celui qui décide en dernier ressort. La e-santé, elle est prônée actuellement au niveau gouvernemental et elle se développe énormément. Et je dois dire qu'il commence à y avoir des associations qui commencent à s'intéresser à la e-santé. Je citerai simplement dans le domaine de l'hydrocéphalie, l'application qui est en train de se développer avec Teteku et un certain nombre d'entre vous qui ont collaboré à la réalisation d'un logiciel intelligent sur smartphone qu'on va essayer, nous, les Spinades, de s'approprier grâce à leur gentillesse, et auquel j'ai un petit peu participé, un tout petit peu. L'explosion des réseaux sociaux. Effectivement, vous savez que tout se passe, les réseaux sociaux sont maîtres en ce domaine. Ils sont tellement importants que vous avez constaté qu'ils ont les capacités d'influencer sur le politique et même des fois de le contraindre à agir. Je ne cite rien. Alors, il ne faudrait pas que je me trompe de bouton. Quels sont les constats que l'on peut faire? La téléconsultation médicale est entrée dans les mœurs depuis le 1er novembre et remboursée comme une simple consultation ordinaire. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est, à mon avis, une nécessité quand vous êtes dans une zone blanche en France et que le premier médecin est à 15 ou 30 km. La téléexpertise va avec, et donc ce sont de nouveautés que les malades vont s'approprier certainement et qui vont quand même modifier complètement la pratique médicale à plus ou moins long terme. Le DMP. Le DMP, c'est le nouveau paradigme actuellement. J'ai rencontré la semaine dernière, j'ai eu une présentation du directeur général du CLACNAM, Nicolas Envers, qui nous a expliqué comment démarrer le nouveau DMP. Actuellement, par exemple, pour citer, il s'en ouvre 200 000 par semaine. Donc ça va devenir vraiment quelque chose de... Alors pour répondre à M. Zera, comment peut-on remplir un DMP? Ça peut être le patient lui-même, ça peut être l'aide de la CEPAM, et ça peut être le pharmacien quand il sera doté du logiciel de conversion du dossier pharmaceutique qui sera transféré dans le DMP. Le DMP sera très puissant, très puissant. Mais la consultation sera à la charge parce que la loi dit qu'un dossier médical, que tous les actes médicaux sont propriété du patient, excusez-moi de le dire, mais pas du médecin. Donc c'est tout à fait un changement de paradigme qui est important. Et que c'est le patient qui aura la maîtrise du DMP, et un médecin, pour consulter un DMP, devra avoir l'autorisation du patient, sauf le médecin traitant après une première. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je pourrais vous en parler pendant au moins 20 minutes. Donc il va y avoir des modifications. Également, les patients utilisent beaucoup Doctolib. Je sais que les médecins
hospitaliers n'aiment pas beaucoup parce qu'ils se récupèrent des consultations sans savoir de quoi il s'agit. La décision médicale partagée, elle est dans la nouvelle loi. Donc ça veut dire qu'un médecin ne pourra plus prendre des décisions, sauf cas particulier, il y en a bien sûr, ne pourra pas prendre des décisions à la place du corps médical. Et que donc la décision médicale devrait être partagée. C'est dans la loi maintenant. Donc oui, tout ceci représente quand même beaucoup de modifications qui sont liées bien sûr à l'informatique. En disant juste un mot, que je m'inquiète quand même un petit peu, parce que l'électronisme, ça existe, et que l'on sait actuellement que 20% de la population française n'utilise pas d'ordinateur, n'en a pas ou ne veut plus utiliser un ordinateur. Donc que vont devenir ces 20% de Français? C'est une véritable fracture sociale. L'information médicale, que peut apporter l'association? Une information médicale vulgarisée. Les brochures, les magazines, les lettres du SPINA, les sites internet, nous faisons tout ça. Nous avons des sites internet, nous avons des vidéos démonstratives, nous faisons des communiqués de presse, et il y a une activité très importante sur les réseaux sociaux. L'un de nos réseaux Facebook a 1600 amis. Mais à mon avis, ceci va être dépassé, parce que nous voyons arriver maintenant les tutos, nous voyons arriver le MOOC, etc. Je crois qu'il va falloir passer sur Internet à des possibilités de faire de l'apprentissage. Je ne sais pas comment ça va se passer, ces tutos, je vais aller vite, avec le problème de l'ETP. Alors, ceci, il faudrait que ça marche, donc je repars en arrière comme d'habitude. Là, je vais un peu trop vite. Alors, bien sûr, l'information doit être contrôlée par les médecins, ce que l'on fait toujours. Elle doit être pertinente, critique, attention aux fausses informations, attention aux pratiques dangereuses pour la santé. Ça, on a tout ça à la tête de ce genre de problème. Un groupe de médecins bénévoles, qu'est-ce que c'est que Allo Spina Bifida Santé que nous avons créé il y a moins d'un an? C'est un groupe de médecins bénévoles qui répond aux questions médicales des patients où il y a un recours dans les cas complexes. On a obtenu donc un renouvellement de représentation nationale des usagers et donc on peut intervenir. On peut vous indiquer les services hospitaliers dans votre région qui prennent en charge ou non les porteurs de SPINA en respectant les recommandations du CNOM. Comment établissons-nous ce genre de choses à partir de l'expérience de nos patients qui consultent localement? C'est la même chose que le numéro 5, ça fait pour les MAR. Les réflexions, nous avons des réflexions sur les décisions, l'IMG, la chirurgie materno-fétale et l'intervention anténatale. Nous mettons en relation, et ça c'est utile, des parents avec d'autres parents consentants pour des échanges entre pères et non-pères. Décidément, ça ne marche pas très bien. Voilà. Alors, je pars. Voilà. Bon. Alors, la SBH s'appuie sur un lobbying actif auprès des pouvoirs publics. On est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées depuis l'origine. On est nommé également dans un certain nombre On participe à la conférence nationale du handicap à l'Élysée. La prochaine aura lieu en juin 2019. Décidément, j'ai des problèmes avec ça. Alors, nous faisons également appel au corps médical via des sociétés savantes, etc. Je passe tout ça, c'est... Quels sont nos besoins? Voilà. Décidément, ça ne bouge plus. Je suis parti. Attendez, on va arriver. Je suis bloqué. Oh là 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 là. Bon, la seule solution valable... Une petite agitation. Eh non. Oh, c'est pas possible. Ça ne bouge plus. Alors, je ne sais plus où j'en suis parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Là, vous voyez, j'appuie dessus, mais ça ne bouge plus. Si, voilà. Je voudrais être un peu en arrière. Encore. Oui, voilà. Donc, je vais évoquer extrêmement rapidement le handicap cognitif, le fichier médecin à compétences SPINA, l'information et la recherche, collaboration avec les filières, et puis un certain nombre de points spécifiques qui sont vraiment pour nous des souffres-douleurs, la douleur neuropathique, le métabolisme et l'obésité, l'insuffisance rénale et cardiaque, la création d'équipes multidisciplinaires avec la transition qui est l'objet de notre rencontre. Alors là, ça y est. Oh là là. Le premier point que je vais aborder, c'est le handicap cognitif. C'est un oublié. 90% des SPINA sont hydrocéphales, valvés ou non. 50% d'entre eux, on l'a vu hier,
présente une allégie partielle du corps calleux. Voilà la thèse du docteur Paul Meurice qui a été primée par nos soins récemment. Oh, c'est pénible ce truc-là. Ouais, non, ça repart dans le mauvais sens. Bon. Voilà, juste pour les participants, les troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, déficit d'attention, hyperactivité et manque d'exécution. Donc ça, si on regarde, vous voyez donc les problèmes qu'il peut y avoir. Ah, non, à chaque fois ça saute de je ne sais pas trop d'où. Bon. Alors, hein? Non, mais... Ah, il faut que je cible par là? Bon, ok. Alors, la HAS vient de publier, il y a 15 jours, un guide sur l'intervention des professionnels de santé dans la prise en charge graduée et coordonnée des enfants avec des troubles spécifiques d'apprentissage. En fait, le problème, c'est les troubles d'apprentissage des enfants. C'est extrêmement important, puisque tout le monde la plupart des SPINA ont une hydrocéphalie, et c'est là que je m'adresse aux neurochirurgiens. C'est vous qui pouvez nous aider, puisque vous connaissez les troubles, vous en connaissez les conséquences, vous devriez nous aider. Et donc la HAS a sorti récemment un document qui classe les apprentissages suivant 3 grades, à partir d'un critère qui est intensité et durabilité de 3 à 6 mois de difficultés d'apprentissage scolaire ou dans la vie quotidienne et sociale. L'absence ou insuffisance de réponse aux mesures pédagogiques entreprises en lien avec les parents. Parce qu'effectivement, d'un côté, vous avez les enseignants, mais de l'autre côté, vous avez les rééducateurs. Et c'est là qu'il faudrait bien quand même qu'il y ait quelque chose. Voilà le fameux graphe magnifique, je ne vais pas le détailler, vous pouvez le retrouver sur le site de la HAS, qui n'est pas si... qui donne déjà des premières indications d'action. Oui, c'est par là. Ah oui. Donc voilà un premier point. Le deuxième point, c'est une meilleure prise en compte des douleurs chroniques, mais surtout neuropathiques. J'ai de gros problèmes. Je ne vais pas détailler. Nous sommes malheureusement dans des demandes de suicide assisté ou des demandes de suicide sévère liées à des douleurs neuropathiques. Nous avons malheureusement des SPINA qui vont en Belgique ou en Suisse. À mon avis, ce n'est pas normal. Je sais que la thérapeutique a des limites, mais c'est quand même bien embêtant. Alors, lancer des recherches sur le métabolisme des SPINA bifida, les problèmes de nanisme, les problèmes d'obésité, les problèmes d'ostéoporose, de puberté précoce, qui prend en charge personne. Pourtant, ils existent. Voilà. Je vise. Bon, ça y est. Il y a forcément les anomalies génitosexuelles, le rôle de Marvu, le rôle d'un réseau. Là, c'est une zone blanche. Sexualité, vie affective, c'est un domaine qui me tient à cœur parce que ce sont des adultes. Effectivement, ils ont un esprit qui fonctionne et en général, l'esprit est supérieur aux organes génitaux et on ne peut pas empêcher, si les organes génitaux sont défaillants, d'avoir l'esprit qui continue à fonctionner. Les domaines à approfondir avec les adultes, cru l'absence de psychologues et de formation. Je suis désolé, mais un spina bifida à 15 ans ou 17 ans, une jeune fille qui devient pubère et qui a incontinence urinaire et fécale, elle a besoin de soutien. Et ce n'est pas forcément avec ses frères et sœurs ou dans sa famille qu'elle trouvera le soutien adéquat. Ce n'est pas vous non plus parce que vous avez des consultations. Il faut qu'il y ait vraiment un échelon intermédiaire qui puisse éventuellement soulager ces jeunes. Sinon, vous allez créer à l'âge adulte des problèmes inextricables. C'est comme le handicap cognitif. S'il n'est pas pris en charge à l'époque de la scolarisation, il continuera à se perpétuer et à s'aggraver à l'âge adulte. Alors attendez, il faut que je vise, mais même en visant. Alors enfin, il faut également un suivi coordonné de l'insuffisance rénale, de ses conséquences et de sa prévention. Moi, je suis tous les ans la Journée mondiale du rein à l'Académie de médecine. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes où il y a des néphrologues, il y a aussi des urologues. Mais dans la réalité, vous savez très bien quelle est la réalité. Enfin, je terminerai en parlant de parcours de soins coordonnés multidisciplinaires enfants et adultes. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous attendons. Et nous sommes prêts à collaborer avec quiconque nous permettra de créer en France ce genre de besoin absolu et plus que 2 ou 3 spécialistes. Je sais les problèmes financiers, je sais les problèmes hospitaliers, je sais les problèmes de réunir du monde, mais c'est important, au moins une fois de temps en temps. Parce que sinon, à 20 ans, nos SPINA, ils n'ont plus de suivi.
et on les retrouve à 30-35 ans dans des états où il n'est plus possible de revenir en arrière. Créer la transition, c'est la clé qui permet de faire en sorte qu'un jeune n'abandonne pas tout suivi urologique à partir de 20 ans quand il passe de l'enfance à l'âge adulte. Enfin, pour terminer, voilà, donc ça, tout ça, c'est... Oui, non, je ne sais plus où c'est, mais peu importe. Enfin, pour terminer, je voudrais quand même faire une première réflexion que je vous donne. J'ai découvert avec bonheur l'existence d'une filière tête-cou, que voilà, je pense que vous connaissez, et qui, quand on l'ouvre, est étonnante, parce qu'il y a dedans le nom de tous les médecins qui interviennent, le nom des associations, les emails, les numéros de téléphone, les numéros de téléphone des secrétariats, etc. Donc là, ils ont pu faire une brochure magnifique. Et la question que je pose, je crois que le premier réseau Spina Bifida existe depuis près de 11 ans. Comment se fait-il qu'actuellement, nous ne disposions pas d'un tel document? Parce qu'avec un tel document, on aurait déjà au moins une référence où aller, où s'adresser, quelque part en France. Et quand on aura ce document, on aura fait un énorme progrès, parce qu'après, je pense que des groupes de médecins se formeront parce qu'ils auront effectivement un certain nombre de spinas à suivre. Voilà, je voulais terminer sur ce plan-là. Et je vous en remercie de votre écoute.